Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel, pour le 34e épisode de la série sur le thème de la reconnaissance, du succès externe, de la patience, de la confiance, de la vision, de la résolution, de l'abondance, de l'audace et de la loi d'attraction. Je vous l'ai déjà répété par le passé, mais la patience est vraiment une qualité redoutable pour déterminer si une personne peut aller loin ou pas. Les personnes qui ont développé leur patience, elles sont taillées pour aller loin. La maturité est également un facteur assez fiable pour savoir si une personne va aller loin ou pas. Comment j'estime la maturité d'une personne? J'utilise plusieurs indicateurs. Déjà, je regarde si elle fait attention à son alimentation et à sa santé physique. Pourquoi je regarde ça pour jauger la maturité? Eh bien, parce qu'en général, une personne qui prend soin de son alimentation et de sa santé, c'est une personne qui a déjà passé tout un tas de crises et de remises en question dans sa vie. En général, on s'intéresse sérieusement à ça après avoir eu des problèmes, pas avant. Et donc, bien souvent, quand une personne fait attention à ça, ça veut dire que le laisser-aller et le divertissement, c'est essentiellement derrière elle et non pas devant elle. De la même manière, tout ce qui est période de mise en place et intégration des bonnes habitudes, c'est sûrement déjà bien réglé, et donc ça ne va pas prendre de ressources dans le futur. Une personne qui fait encore un peu n'importe quoi, avec son alimentation et le manque d'exercice, la météo n'est pas bonne pour elle. Ça veut dire que devant elle, c'est probable qu'elle se prenne un mur de nuages orageux. Son sens des priorités n'est pas encore mature, et elle a besoin d'une crise pour le mettre en ordre. De la même manière, pour jauger la maturité d'une personne, je regarde comment elle interagit avec les autres. Est-ce qu'elle est plutôt calme, réactive, à l'aise, dépendante, indépendante, etc. Est-ce qu'elle fait preuve d'empathie? Comment gère-t-elle la critique? Pareil, si la personne n'est pas encore bien réglée à ce niveau, ça veut dire que dans le futur, elle aura sûrement une crise. Parce que le relationnel, c'est super important pour avoir un bon équilibre intérieur. L'idéal à ce niveau pour faire une estimation, c'est de connaître son historique de relations sentimentales. Parce que si tu n'as jamais eu le cœur bien brisé une ou deux fois, tu n'es pas encore vacciné, et quand ça va t'arriver, ça va créer des explosions nucléaires dans ta vie personnelle. Les ruptures amoureuses sont pour moi des déclencheurs primordiaux dans le développement psychique d'un individu. Il y a toujours un avant et un après niveau maturité. De la même manière, je regarde également la quantité d'échecs que la personne a eu dans son passé. Pour être vraiment mature, une personne doit être vaccinée contre l'échec et ne peut considérer ça comme quelque chose de négatif, mais comme quelque chose de constructif. D'ailleurs, c'est vraiment très similaire avec les ruptures amoureuses en fait. Dans tous les cas, il y a un fort engagement émotionnel. Tu veux vraiment profondément que quelque chose marche, mais ça ne marche pas. Comment est-ce que tu réagis? Est-ce que tu arrives à accepter et passer relativement fluidement à autre chose? Ou est-ce que tu n'arrives pas à l'accepter et tu te retrouves complètement bloqué et démuni? Personnellement, j'ai derrière moi des personnes pour lesquelles j'aurais vraiment aimé que ça fonctionne. J'étais vraiment à fond sur elles. Je les trouvais tellement uniques et intéressantes comparées aux autres. Elles inspiraient énormément de sentiments positifs en moi, que personne d'autre n'était capable d'inspirer. J'aurais fait tous les efforts du monde pour que ça marche avec elles. Ça m'importait énormément que ça marche. J'ai développé une certaine relation avec elles, mais finalement, j'ai pas su m'y prendre correctement, parce que j'étais encore trop immature et incompétent. Elles m'ont filé entre les doigts, et elles ont fait leur vie avec quelqu'un d'autre. En parallèle de ça, j'ai investi dans plein de projets personnels, pour lesquels ça m'importait énormément que ça marche. Mais j'ai accumulé un tas d'échecs et de déceptions dans mes projets. Il n'y a rien qui allait comme mon ego immature le voulait, ce qui a entraîné des gros bouleversements intérieurs. Le processus d'arriver à accepter et gérer ça sans avoir de ressentiment, ça a pris du temps, mais c'est un des trucs qui m'a fait le plus évoluer niveau maturité. Le jour où j'ai commencé à réaliser que j'étais en paix avec l'échec des choses qui m'importaient, que j'arrivais à authentiquement et profondément aimer une personne sans me retenir, sans avoir le moindre symptôme de dépendance, de jalousie, d'attente, de besoin que ça marche, etc. C'est là que j'ai su que j'étais prêt à atteindre de sacrées hauteurs dans la vie et à être inconditionnellement heureux. C'est vraiment une grande marque de maturité et le signe d'une personne capable de s'élever au-dessus de tout le drama et toutes les embûches de l'ego qui retiennent 99% de l'humanité. C'est grosso modo une forme d'éveil spirituel en fait, une forme de détachement de l'ego. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la vie, ton pire ennemi, c'est toi-même. Tu joues essentiellement contre toi. C'est ça la grosse difficulté du jeu de la vie. Même quand tu as l'impression que ça vient des autres, en fait, ça vient de toi. Il faut deux joueurs pour faire un jeu.
Et c'est toi qui décides de rentrer et de participer à des petits jeux lancés par les autres, alors que tu aurais pu laisser couler et te mettre au-dessus de tout ça. C'est toi qui décides de rentrer dans le drama créé par les autres, plutôt que de garder tes yeux et ton attention concentrés sur ce qu'il faut. C'est toi qui décides de perdre ta détermination quand tu échoues. C'est toi qui décides de manger de la merde attractive qui va te diminuer et te déséquilibrer, plutôt que de manger de la nourriture ennuyante qui va te maintenir élevé et équilibré. Etc. etc. Et ainsi, à partir du moment où tu ne joues plus contre toi, ça devient pratiquement inévitable de gagner. Ce qui est pourquoi je me permets des affirmations qui peuvent sembler arrogantes. Ça fait des années que c'est devenu une évidence pour moi que j'allais réussir sur le long terme. Ce n'est pas une prédiction, c'est une évidence. Je vous en reparlerai en détail un de ces quatre, mais je crois vraiment que notre subconscient a la capacité d'auto-détecter ce qui peut potentiellement nous retenir et nous bloquer dans le futur. Nos limites, nos failles, nos manques, nos lacunes, nos insécurités, nos dépendances, nos complexes, nos confusions, notre ignorance, nos troubles, nos traumas non traités, nos vices, nos points faibles, nos zones d'ombre, nos laissés-aller, notre manque d'énergie, notre manque de volonté, notre manque de discipline, notre manque de concentration, notre manque de valeur, notre manque de patience, etc. Notre subconscient a la capacité d'auto-détecter toutes les limites qui peuvent nous arrêter, et jusqu'où on peut aller dans la vie, étant donné ces limites. S'il détecte trop de limites, il bloque tes ambitions et il te fait te sentir fragile et peu sûr de toi vis-à-vis du futur. Parce qu'il sait que le terrain n'est pas encore opérationnel pour avoir des ambitions. Surtout si tu as des grosses lacunes et des troubles. Le terrain est miné, ça peut exploser dans le futur. Donc, ce n'est pas le moment de faire des gros plans et de faire le show. Inversement, si ton subconscient détecte très peu de limites, et donc très peu de choses qui peuvent t'arrêter, alors tes ambitions vont être très fertiles, et tu vas sentir une assurance et une sérénité profonde. Et donc, avec toutes les limites que j'ai fait sauter durant les 15 dernières années, c'est devenu difficile pour mon subconscient de ne pas détecter que je ne laisserai rien m'arrêter. J'avance avec une certaine paix et une certaine sérénité qui franchement est très très loin de l'état de la plupart des gens. Je ne suis pas pressé car je sais que je vais réussir, et mon subconscient l'a compris lui aussi maintenant. Bref, et c'est pour ça qu'indirectement, faire un travail d'éveil spirituel a des conséquences énormes sur notre vie personnelle. À la base, je n'ai pas du tout fait le travail d'éveil spirituel, dont je vous ai parlé en détail à partir de l'épisode 106, intentionnellement pour aller mieux, ou pour améliorer mes relations avec les autres, ni même ma relation avec la vie. Je ne l'ai pas du tout fait dans l'optique d'en tirer un retour sur investissement vis-à-vis de mon futur. Je l'ai fait essentiellement par curiosité. Mais cela dit, le fait que j'ai réussi à améliorer mes relations avec les autres et avec la vie n'est pas du tout indépendant de ce travail d'éveil spirituel que je faisais en parallèle dans ma vie. Au contraire, ça ne me serait probablement jamais arrivé sans ça. Ça a eu un effet synergique. Mon travail profond en éveil spirituel a débordé sur tous les aspects de ma vie personnelle. Aujourd'hui, je me rends compte que ça a été un des meilleurs investissements de ma vingtaine, étant donné à quel point ça a baissé de manière permanente l'emprise que peuvent avoir les émotions négatives sur moi, et étant donné à quel point l'emprise des émotions négatives est ce qui ralentit 99% des êtres humains sur leur chemin de vie. On peut se demander, mais comment ça se fait qu'il y a un retour sur investissement sur ce genre de travail spirituel, alors même qu'on ne cherche pas ce retour sur investissement? Eh bien, l'explication est simple. Une grande partie de la souffrance est liée à l'ignorance et à un enfermement dans la perspective égoïque. Et le travail d'éveil spirituel sérieux va inévitablement te mener à une dissolution de cette ignorance et de cet enfermement égoïque qui sont à la cause d'une grande partie de ta souffrance. Bref, pour en revenir au détachement, avoir un esprit capable de s'investir à fond dans une opportunité, oui, c'est bien. Mais avoir un esprit incapable de se décrocher d'une opportunité, qui souvent n'en est plus une, et de s'ouvrir aux autres opportunités, ça ne l'est pas. Et donc, comme je vous le disais à partir de l'épisode 22, j'ai également un tas d'échecs derrière moi. En fait, ma vie entre mes 18 ans et mes 26 ans est essentiellement pavée d'échecs et de frustrations sentimentales. J'ai échoué pratiquement tout ce que je voulais réussir. C'était le festival des déceptions. La plupart des gens pensent naïvement que c'est un mauvais signe. Ils pensent que ça veut dire que le problème vient de la personne et qu'elle n'a pas ce qu'il faut pour réussir. Alors que c'est tout le contraire.
Il y a peu de monde qui ont des tas d'échecs au compteur, parce qu'il y a peu de monde qui tente de réussir des choses. Une personne qui a beaucoup d'échecs au compteur, ça veut dire que c'est une personne qui tente des choses, qui est en mouvement, qui évolue, qui ne se satisfait pas de ce qu'elle a déjà, qui ne laisse rien l'arrêter, etc. Si tu crois que tu peux éviter l'échec, si tu crois que ton premier projet va réussir, tu es extrêmement naïf. La plupart des gens qui entreprennent et vont réussir des choses dans la vie vont aussi se prendre des échecs. Et il vaut mieux que ça soit tôt que tard. Autant s'y désensibiliser le plus vite possible. Parce que les premières fois, ça va faire mal, et ça va tout ralentir dans ta vie. L'une des raisons pour lesquelles je suis vraiment très bon pour gérer mes émotions négatives, c'est parce que j'ai eu beaucoup d'entraînement avec tous les échecs, les frustrations et les déceptions que j'ai eues. Maintenant, c'est hyper facile pour moi de gérer. Et ça a instillé en moi un sentiment très clair. Le sentiment que je ne laisserai jamais rien m'arrêter. Dans le même ordre d'idées, pour jauger la maturité, je regarde ce que la personne est prête à sacrifier. Vous allez me dire pourquoi je relie les sacrifices avec la maturité plutôt qu'avec la détermination. Tout simplement parce que tant que tu ne considères pas avoir déjà fait le tour de quelque chose, tant que tu ne considères pas déjà avoir bien profité, ça va être extrêmement difficile de sacrifier cette chose. Cette chose va avoir trop de pouvoir sur toi. Ton esprit sera toujours tiré vers elle. Il y a une partie de toi qui ne sera pas tranquille et qui va te hanter parce que tu auras l'impression de manquer quelque chose. Inversement, quand tu auras bien fait le tour de quelque chose, tu t'en seras plus ou moins lassé et détaché. Et donc, la sacrifier pour te concentrer sur tes priorités sera presque naturel. Tu seras désensibilisé à cette chose. Ton esprit ne sera plus tiré. Tout va aller dans la même direction. Par exemple, c'est difficile pour la plupart des enfants de tirer une croix sur les bonbons et les dessins animés. Alors que la plupart des adultes l'ont fait sans s'en rendre compte et sans jamais regarder en arrière. Tout ça pour dire que la gestion de tes projets n'est jamais déconnectée de ta maturité générale en tant que personne. Tous tes problèmes de maturité personnelle vont avoir des conséquences sur le déroulement de tes projets. Autrement dit, la plupart des gens n'ont pas de problèmes spécifiques à certains aspects de la vie, ils ont des problèmes généraux avec eux-mêmes qui se reflètent dans des aspects spécifiques de la vie. Ça va paraître arrogant ce que je vais dire, mais honnêtement, quand ma chaîne sera beaucoup plus développée, je pense qu'on pourra retracer dès le début la logique du développement à long terme. Il y a beaucoup d'aspects du succès qui n'ont rien de hasardeux. Dès les 30 premières vidéos de ma chaîne, et notamment à partir de l'épisode 9, où je commence à parler de ma vision de la détermination, et vers l'épisode 19, où je vous parle de stratégie à long terme, si tu fais abstraction des défauts de la forme, et que tu analyses simplement la philosophie des idées que j'avance, tu peux voir une compréhension des choses et une mentalité mature que tu ne vas retrouver que chez des personnes qui sont déjà prêtes à aller loin. Honnêtement, je n'ai vu personne sur le YouTube francophone avoir une meilleure maîtrise de la pensée à long terme que celle que je développe à partir de l'épisode 19. Et franchement, une fois que tu y fais attention, ce n'est pas très compliqué de regarder ces aspects de fond quand tu analyses les gens et leurs projets. Tu peux estimer assez rapidement le potentiel de fond si tu fais attention. Et pourtant, quasiment personne ne le fait pour porter un jugement. Comme je vous le disais dans un des derniers épisodes, sur YouTube, la plupart des gens vont juste porter un jugement primaire sur la chaîne en regardant le nombre de vues et d'abonnés pour estimer si le projet a des chances ou pas, s'il est bien calibré ou pas. Pour eux, les vues et les abonnés sont les seuls indicateurs qui comptent pour déterminer si un projet est bien calibré ou pas. Même parmi les gens qui ont réussi sur YouTube, il y en a qui font aussi ça. À ce jour, je reçois encore assez régulièrement des commentaires ou des messages privés pour me dire que ça marchera jamais ce que je fais. Ça va stagner indéfiniment. Les gens sont aveuglés par les indicateurs grossiers, alors même que bien souvent, ils ne comprennent pas ce qui cause les mouvements de ces indicateurs grossiers. Même avec cette série de vidéos où justement, j'essaie d'expliquer sur quoi il faut se fier à l'avance et sur quoi il ne faut pas se fier, les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, etc., eh ben, ça change rien. En fait, au contraire, ça a augmenté le nombre de messages qui m'expliquent que ça marchera jamais, etc., etc. Et à chaque fois, quand je creuse pour voir d'où ces personnes tirent leurs conclusions, je me rends compte qu'ils ne comprennent pas grand-chose. Ils construisent des théories en partant du nombre de vues pour expliquer les problèmes avec le contenu. Ce qui, je vous l'ai déjà expliqué, n'a aucun sens. C'est un gros biais à éviter. Avec ce genre de raisonnement superficiel, tu peux expliquer la réussite et l'échec de la même manière. Si un produit particulier a réussi, tu vas te dire « Ah bah c'est sûrement à cause de sa particularité. C'est ça qui lui a permis de percer. » Et s'il échoue, tu vas te dire « Ah bah c'est à cause de sa particularité. C'est sûrement ça qui l'a empêché de percer. » Tu peux trouver ce que tu veux comme raisonnement en te basant sur ça.
c'est de la merde. Mais du coup, certaines personnes ne m'accorderont du crédit que quand j'aurai les indicateurs grossiers qui vont avec. Parce que pour la plupart, ils ne sont pas encore capables de comprendre ce que je dis. Et je serais stupide de m'attendre à ce que ce soit différent. Au fond, notre cerveau n'est pas bête de ne se fier qu'à ce qui produit des preuves mesurables, telles que les vues et les abonnés sur Internet. Globalement, ce biais de considérer que ce qui ne produit pas de preuves n'a pas de valeur, et que ce qui produit des preuves a de la valeur, c'est une très bonne approximation pour se repérer et ne pas perdre son temps sur des trucs inutiles. Notre cerveau serait bête de s'intéresser à fond à quelque chose qui n'a pas encore fait ses preuves. C'est pourquoi, globalement, on ne s'intéresse qu'aux personnes qui ont déjà réussi à atteindre de grands résultats, pas à celles qui vont réussir. On ne va pas étudier les méthodes d'une personne inconnue, alors qu'on peut utiliser les mêmes ressources pour étudier les méthodes d'une personne déjà connue dont on sait qu'elle a réussi. De la même manière, j'ai eu des messages de gens qui ne croient pas ce que j'ai dit sur les bagarres que j'ai gagnées. Mais j'ai pas besoin qu'ils me croient. Parce que ce qui te permet de gagner des combats à répétition, c'est d'avoir une détermination mentale hors norme. Et cette détermination mentale hors norme, elle va se transférer et te permettre de gagner des combats plus abstraits. Si je suis aussi fort mentalement que je le prétends, alors rien ne va m'arrêter. Je vais gagner tous les petits combats du quotidien. Je n'ai pas besoin que les gens me croient à l'avance. Qu'ils me croient ou non, ça ne changera rien. La réalité n'en a rien à faire. Elle ne va pas changer de fonctionnement. Et sur ce, on continue de parler de tout ça dans le prochain épisode. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié, ça m'aide pour la visibilité, et je vous invite également à rejoindre le Discord de la Fondation Magister pour prendre part à des discussions sur les différents aspects du développement. Le lien est dans la description de la vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.